Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve ce matin pour notre rendez-vous mensuel, pour notre webinaire mensuel. Et donc le sujet d'aujourd'hui qui va nous animer pendant une heure, c'est la question de la géothermie. Alors avant de rentrer dans le sujet, quelques petits rappels de bon fonctionnement de ce webinaire, comme vous en avez l'habitude. Vos micros sont coupés pour un bon confort audio de chacun. Et donc, on vous invite à utiliser l'espace de chat hein, pour poser vos questions, pour échanger entre vous avec les intervenants. Et donc, je me ferai votre porte-parole pour relayer les questions auprès de nos deux intervenants d'aujourd'hui. Le webinaire est enregistré, comme c'est le cas chaque mois, et vous retrouverez donc cet enregistrement en ligne sur notre chaîne YouTube d'ici le début de la semaine prochaine. Les supports qui vous sont présentés sont également partagés sur le site web de Batilab et vous aurez toutes ces informations qu'Amélie vous enverra à l'issue du webinaire. Alors, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on parle de géothermie. On a intitulé ce temps d'échange Mieux connaître la géothermie et quel potentiel en Bretagne. Et pour nous éclairer sur ce sujet, deux intervenants. Tout d'abord, nous allons échanger avec Marie-Mylène Aubert de l'ADEME, qui va nous éclairer sur les différentes formes de géothermie. On parle de géothermie de surface, de profondeur, de quoi il s'agit exactement. Est-ce qu'il y a un potentiel en Bretagne ou pas? Et question qui doit sûrement, que vous attendez sûrement avec impatience, quelle animation régionale aujourd'hui de cette filière et comment l'ADEME ou d'autres acteurs peuvent accompagner les projets. On aura un temps de questions-réponses à la fin de la présentation de Marie. Et puis, dans un second temps, nous passerons la parole à Charles Albouy de Celsius Énergie. Celsius Énergie est également membre du groupe de travail bâtiment de Bretagne Éco-Entreprise auquel participe Batilab. Et donc, Charles va nous parler, dans un premier temps, des idées reçues sur la géothermie, nous présenter une solution technique et un retour d'expérience breton. Voilà pour le programme. Euh, je vous, je laisse la parole à Marie. Je vais quitter le partage d'écran pour te laisser, Marie, partager ton support. Très bon webinaire à tous. Eh bien, merci Rémi. Donc, du coup, en effet, Marie-Mylène Aubert de l'ADEME en Bretagne, donc direction régionale Bretagne. Alors, j'essaie juste de mettre au clair pour voir si vous avez bien mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon, voilà, Eh parfait. bien, super. En effet, direction régionale Bretagne. Donc, moi, je suis référente sur le sujet du bâtiment tertiaire, public et privé. Donc, vous m'avez peut-être déjà croisé dans ce cadre-là, mais je suis aussi référente sur la géothermie. Donc, je ne suis pas du tout une experte de la géothermie aujourd'hui. L'idée, c'est pas de vous faire un exposé hyper technique, mais juste de peut-être de redonner les grandes, voilà, les grandes orientations, ce que c'est que la géothermie et quel est justement le potentiel en Bretagne, par quoi on est concerné. Donc, pour ce faire, je me suis basée sur des présentations qui, elles, ont été faites par des experts des sujets, notamment une présentation, enfin une journée régionale de sensibilisation en PACA, une formation de géothermie de surface qui est destinée à des animateurs en territoire et un état des lieux de la filière géothermie en Pays de la Loire, hein, ces deux derniers, ces deux présentations étant également faites pour le compte de l'ADEME. Alors, géothermie, de quoi parle-t-on? Eh ben, géo, la terre, thermé, la chaleur. Donc, on va bien parler de la chaleur qui vient de la terre. Je ne vais pas aller plus loin sur cette slide, mais voilà, bien entendu, la terre a un noyau très, très, très chaud. Donc, plus on va aller chercher profond, plus on va aller chercher de chaleur. Et donc là, il y a un petit graphe. Pareil, on va pas le commenter, mais simplement, on voit que la chaleur contenue dans le sous-sol est proportionnelle à la profondeur, en fait. Donc en vert, c'est ce qui est habituellement observé. Donc on prend à peu près 30 degrés à chaque fois qu'on descend d'un kilomètre. Et vous avez deux autres courbes qui peuvent correspondre à des situations géologiques un peu plus particulières, notamment les situations volcaniques, où forcément on va avoir des températures qui sont différentes de ce gradient habituel. Donc, voilà pour la chaleur issue de la Terre. Et donc quand on parle de géothermie, il y a différentes formes de géothermie. Il y a de la géothermie profonde, où typiquement on va être en zone volcanique, où là on va avoir accès à des points très chauds à des profondeurs. Alors là, c'est pas du tout ma spécialité, mais peut-être de 1 km, peut-être que Monsieur Albouy pourra préciser par la suite, ou peut-être que parmi vous, il y a des experts du sujet qui n'hésiteront pas à préciser par la suite. Mais voilà, géothermie profonde, c'est vraiment des zones un peu particulières
soit en secteur volcanique, où là, on peut avoir de la géothermie haute énergie, donc on va puiser de la chaleur à plus de 150 degrés, soit de la chaleur moyenne énergie à plus de 90 degrés. Et donc là, on est en mesure de produire de l'électricité et ou de la chaleur. On a également de la géothermie qu'on appelle basse énergie. Donc là, on est à plus de 30 degrés, donc c'est déjà pas mal, hein, où là, on peut produire directement de la chaleur. On va capter la chaleur dans le sous-sol et on peut directement l'injecter dans les bâtiments pour chauffer, puisqu'avec 30 degrés, avec certains émetteurs, en fait, on est en mesure de chauffer, notamment des planchers chauffants. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la géothermie profonde. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la géothermie de surface. Et donc, quand on dit de surface, c'est tout ce qui va chercher à moins de 200 mètres de profondeur. Et donc, c'est appelé la géothermie très basse énergie parce qu'on va chercher de la chaleur à moins de 30 degrés. Typiquement, on va chercher à peu près dans les 12-15 degrés quoi, maximum. Par chez nous, ça va être ça. Et donc là, on parle de géothermie assistée par pompe à chaleur, puisqu'en fait, on va tirer de la chaleur à peu près 12 degrés. À 12 degrés, on n'est pas en capacité de chauffer un bâtiment tel quel. Donc, on va rehausser cette température grâce à une pompe à chaleur, comme on peut le faire en fait avec des pompes à chaleur qui puisent les calories dans l'air. Mais là, on va puiser les calories dans le sous-sol. Et donc, dans la géothermie de surface, euh, il y a justement ce petit, je vous ai mis ce petit. Alors là, pour le coup, c'est un schéma qui est fait par moi, donc vous excuserez s'il est très simpliste. Et voilà, l'idée, c'est que ça soit très, très simple. Donc, à gauche, on va chercher la chaleur de la terre, voire de l'eau. Ça passe dans une pompe à chaleur qui elle-même reçoit des consommations électriques et par le système de pompe à chaleur avec tout ce qui est condenseur, évaporateur, compresseur, etc., on va pouvoir générer une chaleur plus importante. Et donc, dans une pompe à chaleur, on parle souvent de coefficient de performance, le COP. Le COP, en fait, c'est le ratio entre ce qui est produit, donc ce qui est produit en sortie de pack, et l'électricité qui est consommée. Et donc, pour les pompes à chaleur basées sur la géothermie, nous, ADEME, on demande à ce que le COP soit supérieur à 4. C'est-à-dire que pour 1 mégawattheure électrique consommé, on va réussir à sortir 4 mégawattheures de chaleur. Voilà pour le principe de la PAC et notamment de la géothermie assistée par PAC. Et donc, quand on parle géothermie de surface, ça peut faire référence à plusieurs technologies. Donc, on va prendre de la chaleur dans le sol. Donc, on va utiliser des sondes verticales. Donc voilà, des sondes qui vont chercher en général, entre 100 et 200 mètres de profondeur. Donc selon les besoins du bâtiment, on va avoir plus ou moins de sondes. Elles vont être espacées plus ou moins. Alors ça, c'est typiquement le sujet dont on va pouvoir parler Monsieur Albouy après. Donc là, on est sur des sondes verticales. On peut aussi aller chercher les calories s'il y a des nappes, des nappes d'eau souterraines. Donc là, on va chercher la chaleur dans l'eau, dans des poches d'eau. Donc on va la soutirer d'un côté, l'injecter un peu plus loin. Mais pareil, on va chercher la chaleur dans le sol et à des profondeurs de moins de 200 mètres. On peut aussi avoir de la géothermie sur pieux de fondation. Donc, on utilise les pieux de fondation du bâtiment pour y mettre des échangeurs thermiques. Et donc, on récupère la chaleur par ce biais-là. Un peu dans le même sens, alors là, je ne vous ai pas mis le schéma, mais un peu dans le même sens, enfin, dans la même approche que les sondes verticales, on peut avoir des sondes horizontales. C'est peut-être ce que les particuliers ont plus l'habitude de connaître. Donc en fait, vous allez avoir des sondes peut-être entre 1 mètre et 2 mètres de profondeur. Ça, pareil, c'est pas ma spécialité, hein, c'est pas un sujet qu'on traite spécifiquement. Mais pour le coup, elles vont être horizontales. Plutôt que d'aller chercher la chaleur dans le sol, elles vont plutôt rester en horizontale. Forcément, on se doute que vu qu'on va chercher la chaleur moins bas, on va récupérer moins de chaleur par ce biais-là. Mais ça existe aussi et c'est, je pense, ce qui est le plus courant dans le résidentiel. Et donc, par extension, on va aussi appeler géothermie de surface, enfin considérer comme géothermie de surface, tout ce qui est récupération de chaleur sur les eaux usées, récupération de chaleur sur l'eau de mer aussi, sur les eaux de surface. Donc tout ça, au sens de l'ADEME, en tout cas, on va considérer que c'est de la géothermie de surface. Et donc, régulièrement, je suis contactée par des porteurs de projets qui me disent, j'ai un projet de géothermie profonde en Bretagne. Alors, je rectifie en disant, non, non, même si vous êtes à 200 mètres de profondeur, on parle bien de géothermie de surface. Donc, les usages, avantages et points d'attention de la géothermie. Donc, avec la géothermie, si on revient à mon tout premier slide, à certains endroits, on peut aller chercher de la chaleur avec une très haute température. Donc, on est en mesure de produire de l'électricité. On est aussi en mesure de produire de la chaleur, mais on peut aussi produire du froid
et du rafraîchissement à travers le géocooling. Donc simplement, on fait le géocooling, c'est qu'on va faire circuler, on repart de la chaleur, par exemple, qui est à 12 degrés dans le sol, et ben, on va faire circuler notre fluide à cette température-là, et donc de fait, ça va refroidir le bâtiment quand le bâtiment est dans les 25-30 degrés. Donc on peut quand même, avec cette géothermie, faire pas mal, avoir pas mal d'usages. Les avantages, c'est qu'on a un potentiel qui est important, qu'on est sur une énergie locale, donc derrière, ça peut être sous emploi local. C'est indépendant de la volatilité des prix des énergies traditionnelles, puisque, comme on l'a vu sur le petit schéma, il y a certes une partie, quand on est en géothermie de surface, on a une partie de l'énergie qui est quand même de l'énergie électrique consommée, mais on a une grosse partie de l'énergie qui provient du sol ou de l'eau. Donc on est beaucoup moins dépendant du prix de l'électricité. Et donc on a des coûts de fonctionnement qui sont réduits et qui sont plus stables. C'est une énergie qui est indépendante des variations climatiques, dans le sens où le sous-sol a une température qui est stable, relativement stable sur l'année, d'autant plus qu'on va chercher la chaleur en profondeur. Et donc c'est disponible 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Si on peut faire un parallèle, par exemple, avec le solaire thermique, qu'on va aussi aider au niveau de l'ADEME, forcément que le solaire thermique, en pleine nuit, vous n'allez pas produire. Des journées très chargées en nuages ou pluvieuses, vous allez peu ou pas produire aussi. La géothermie, là, elle va être présente tout le temps, donc c'est un de ses avantages. Au niveau des impacts, qui sont limités, avec une faible occupation foncière. Alors le sujet justement de l'emprise foncière sera abordé par la suite par Celsius. Peu ou pas d'émissions, pas d'impact visuel. Une fois que votre champ de sonde est fait, on n'a pas de, il n'y a pas de vision. Il n'y a y a rien qui ressort, et votre pompe à chaleur, elle est dans le bâtiment. Et c'est une filière qui est mature aujourd'hui. La technologie est mature. Si on regarde la géothermie de surface spécifiquement, donc celle qui va nous concerner en Bretagne, donc on peut intéresser un peu tout type de projet. On peut intéresser du tertiaire, donc des bureaux, on peut intéresser de la mairie, des bâtiments de santé, où là justement le fait de pouvoir produire du chaud et du froid va être un avantage certain. Tout ce qui est enseignement, centre culturel, commerce, logement, industrie, agriculture. Voilà, a priori, la géothermie peut répondre aux besoins de tout type de projet. Et pour faire du chaud, éventuellement du froid, éventuellement de l'eau chaude sanitaire et du rafraîchissement. C'est vrai que pour ça, c'est quand même une technologie qui est intéressante. Et donc, je vous ai remis le petit graphique de la FPG, la FPG étant l'Association française des professionnels de la géothermie, voilà, qui remet un petit peu ces éléments-là qu'on a pu aborder. Et donc, je précise quand même que ce n'est pas non plus la solution miracle qui peut aller sur tous les projets. On est quand même, pour avoir un bon coefficient de performance, il faut que l'installation de géothermie alimente des émetteurs en basse température. Quand on dit basse température, c'est dans les 40, 50, 60 degrés maximum. Puisqu'en fait, pour que le coefficient de performance soit bon, il faut que la différence entre la chaleur du sol et la chaleur qu'on va émettre dans le bâtiment ne soit pas trop importante. Typiquement, si vous avez un bâtiment existant qui est alimenté aujourd'hui par une chaudière fuel et qu'on envoie de l'eau à 100 degrés dans les radiateurs pour pouvoir chauffer le bâtiment, si vous enlevez la chaudière fuel et que vous venez y mettre une géothermie, une PAC géothermique, elle va fonctionner, mais elle ne va pas avoir un rendement une performance telle qu'on la demande. Donc, ça va de pair avec ma première casquette, qui est la casquette bâtiment. En général, avant d'installer de la géothermie, soit on est sur un bâtiment neuf et on a des besoins qui sont déjà très réduits, des besoins en chauffage, soit on est sur une rénovation, enfin sur un bâtiment existant. Et dans ce cas-là, le fait de rénover le bâtiment va permettre de réduire les déperditions, les besoins, et donc de pouvoir avoir des régimes de température plus faibles dans les émetteurs de chaleur. Et donc là, la géothermie peut en effet être intéressante. Voilà pour ce sujet-là. Et donc maintenant, on en arrive à quel est le potentiel en Bretagne. Donc, on parle de géothermie, d'énergie issue de la Terre. Donc, on va regarder ce qui se passe dans le sous-sol. Donc là, vous avez la carte géologique de toute la France. Et on voit qu'il y a dans notre secteur, ainsi que chez nos voisins en Normandie et Pays de la Loire, on est sur le massif armoricain, si je ne me trompe pas. Et donc, on est sur un socle granitique. Et le granit est une pierre dure. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quelque chose qui est facile à forer, dans le sens où ça va se tenir. Quand on va faire un forage, le granit va bien tenir,
Et de plus, il est bon conducteur de chaleur. Donc en fait, on est sur une région qui est clairement favorable d'un point de vue géologique, clairement favorable à la géothermie de surface. Et donc là, si on regarde, je vous ai mis des cartes du BRGM, le BRGM étant le Bureau des risques géologiques et miniers, si je ne me trompe pas, qui est donc une structure de l'État, hein, qui vise à notamment recenser toutes les installations qui existent et tout ce qui est forage, etc. Et donc notamment les forages liés à la géothermie. Et donc sur la carte de gauche, alors j'espère que c'est visible, donc il y a des petits points partout, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de petits points dans notre secteur, justement sur le Grand Ouest. Et si on regarde avec la carte géologique que je vous ai remis tout à droite, eh ben, on voit que ça correspond quand même pas mal à ce socle granitique-là. Donc on voit qu'on est sur... les porteurs de projets ont en effet identifié que c'était quelque chose de propice. Alors, a priori, tous ces petits points-là, il y en a énormément qui aujourd'hui sont des projets résidentiels, donc pour des particuliers, pour des maisons. Mais c'est clairement en train de se développer sur les usages aussi tertiaires, les usages et les autres usages autres que résidentiels. Donc, à gauche, vous avez les installations de géothermie sur sonde. Et au milieu, c'est les géothermies sur nappe. Et donc là, on voit qu'on est beaucoup moins concerné en Bretagne. Par contre, nos voisins normands en ont pas mal. Donc là, on parle de ce qui est existant, ce qui est recensé, donc ce n'est pas forcément représentatif du potentiel, mais quand même, ça donne quand même une forte indication de s'il y a beaucoup de géothermie sur nappe en Normandie, c'est que visiblement leur sous-sol y est propice, et chez nous, c'est moins le cas. Et c'est effectivement ce que les experts en géothermie nous indiquent, c'est que le potentiel en Bretagne, il est essentiellement sur la géothermie sur sonde. Donc, voilà pour cette carto. Et donc là, pour aller un peu plus loin, quand on fait un projet de géothermie, on va regarder dans quelle zone, dans quelle zone on se situe. Et donc, sur le site géothermie.fr, on peut regarder à l'échelle de la France euh, quelle est la couleur, on va dire, de notre région ou de l'implantation de notre projet. Là, on voit que la Bretagne, elle est toute verte, que ce soit pour la sonde ou pour les nappes. Tout vert, ça veut dire qu'on est éligible à la GMI. La GMI, c'est la géothermie de minime importance. Donc, on va dire que c'est de la géothermie de surface où on peut simplement télédéclarer son dossier. Il n'y a pas de dossier d'autorisation, il n'y a pas besoin de faire appel à un expert. C'est relativement simple, entre guillemets, de réaliser un projet. Et donc, on voit qu'en Bretagne, on est tout vert. Il y a peut-être des points très, 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 très précis qui vont être orange, qui vont demander l'avis d'un expert, mais clairement, on est sur une région qui est favorable pour la géothermie de surface. Donc, ça confirme les cartes de potentiel qu'on voyait juste avant. Là, on ne parle pas Là, ce potentiel n'est pas quantifié. Je ne vais pas vous dire, en Bretagne, on est en mesure de faire X mégawattheures de géothermie, mais on voit que le sous-sol est propice pour ça, en tout cas. Alors, si on dézoome un peu, vous avez peut-être entendu parler d'un plan national géothermie qui, en février 2023, le ministère de la Transition énergétique a sorti ce plan-là pour justement faire en sorte de développer la géothermie. Et donc, il comporte 6 grands axes que je vous ai remis ici. Il y en a 3 qui concernent la géothermie de surface, donc renforcer la capacité de forage, donc avoir plus de foreurs en fait, hein, qui sont en mesure de faire justement de faire ces forages. Affiner le cadre réglementaire pour inciter au développement et inciter à l'installation de pompes à chaleur dans les secteurs résidentiels et tertiaires. Donc ça, c'est pour la géothermie de surface. Il y a également un axe qui concerne la géothermie profonde, donc qui ne nous concerne pas nous en Bretagne, mais ça peut être le cas par exemple dans la région parisienne où là, on peut récupérer de l'eau chaude, hein, plus chaude que par chez nous parce que c'est pas la même, c'est pas la même géologie. Donc là, il s'agit d'identifier et de valoriser des aquifères profonds sous-exploités, propices à la réalisation de réseaux de chaleur. Et ensuite, des actions transversales qui vont nous concerner. Donc, sensibiliser et faire monter en compétence les acteurs locaux, accompagner les porteurs de projets dans le déploiement de solutions géothermiques, et puis susciter de nouveaux projets et encourager de nouveaux montages financiers en géothermie. Puisqu'une installation géothermique, du fait de son champ de sonde, par exemple, ou de ses nappes, va avoir un coût d'investissement plus important qu'une solution autre, par exemple une PAC air. Donc, l'idée, c'est peut-être d'aller chercher des solutions de tiers investissement, où le porteur de projet n'a pas à supporter l'investissement, mais c'est un tiers qui va le supporter.
Donc voilà pour ce plan national géothermie. Donc il y a quand même une volonté au national de développer cette énergie. Et en Bretagne, on vient de lancer en fin d'année 2023 un marché de 2 ans avec un groupement de prestataires que sont Auxilia, Acajoule et Ecom, et qui a pour but de dresser un état des lieux de la filière géothermie de surface en région et d'amorcer une animation régionale. Concrètement, on veut faire l'état des lieux de qui sont les acteurs de la géothermie en Bretagne, quels sont les projets qui aujourd'hui ont été réalisés, parce que l'ADEME, on en a accompagné quelques-uns, mais peu en termes de nombre. Donc, on va avoir une vision un peu plus précise de ce qui s'est fait et de la manière dont la Bretagne est en mesure de répondre aux sollicitations des porteurs de projets, via des bureaux d'études qui sont formés sur ça, via des installateurs, via des foreurs, etc. On veut évaluer le potentiel sans le quantifier, mais plus voir quels sont les atouts et les forces de chaque typologie de géothermie de surface. Donc, on a parlé de sondes, de nappes, d'eau de mer, etc. Et en mettant ça en regard aussi avec le contexte électrique en Bretagne. Est-ce que c'est un sujet ou pas, la géothermie, vis-à-vis du réseau électrique? Et puis ensuite, c'est toute la partie un peu stratégique avec nos partenaires régionaux que sont la région Bretagne et l'Adréal. Qu'est-ce qu'on se donne comme stratégie pour la géothermie, etc. Et comment est-ce qu'on va chercher une animation régionale, une structure qui est en mesure d'assurer une animation régionale justement pour nous faire monter en compétence les territoires sur ces sujets-là. Et donc après, on est sur des points un peu moins intéressants à développer ici. Et donc j'en arrive aux aides. Donc l'ADEME, via le fonds chaleur, va pouvoir aider la géothermie. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la géothermie ne fait pas que du chaud, mais pour autant, le fonds chaleur s'appelle le fonds chaleur. Il faudrait qu'on l'appelle le fonds chaleur et rafraîchissement éventuellement. Donc, on peut aider soit en phase étude, soit en phase investissement. Je ne vais pas détailler là, ces 2 slides, si éventuellement dans la phase question par la suite, vous aurez dans tous les cas les supports. Mais donc, il y a bien des aides de l'ADEME en fonction de cahier des charges, si on fait appel à des prestataires qui sont qualifiés pour cette technologie. Et donc avec des taux d'aide de 60 à 80 sur les études, selon la taille de la structure qui demande l'aide. Et pour l'investissement, on est sur une aide en fonction de la production issue du champ de sonde ou de l'eau. Donc si vous reprenez mon petit schéma de tout à l'heure, c'est ce qui est à gauche, ce qui arrive dans la PAC et pas ce qui ressort de la PAC. Donc voilà pour ça. Et normalement, j'en ai bientôt fini. Simplement, si vous avez des questions sur un projet, donc l'ADEME ne va pas accompagner les projets des particuliers, mais si vous êtes une entreprise, association ou collectivité, vous pouvez me contacter. Donc vous avez mon adresse mail ici. Et selon la localisation de votre projet, je pourrais vous renvoyer vers des interlocuteurs sur le territoire, parce que certains territoires bretons ont signé un contrat chaleur renouvelable territoriales avec l'ADEME et donc sont en mesure d'accompagner les porteurs de projets, de faire des notes d'opportunité et de vous aider dans les demandes d'aide par la suite. Et j'en ai normalement fini pour ma partie. J'espère que c'était suffisamment Merci. clair. Merci beaucoup, Marie. Ça m'a semblé clair. Quelques questions sont arrivées sur le chat, alors je les transmets. En premier lieu, on parle de géothermie pour la production de chaleur et de froid. Qu'en est-il de l'électricité? Alors pour le coup, si je reviens sur mes toutes premières slides, on va parler d'électricité quand on est sur de la géothermie profonde, de la géothermie haute énergie. Donc quand on est, alors je vais caricaturer, hein, mais encore une fois, je ne suis pas une experte là-dessus. Quand on est sur des secteurs volcaniques, ce qui n'est pas le cas en France, hein. On n'est pas concerné en France, on va être concerné dans les DOM éventuellement, mais pas en France métropolitaine. Donc la géothermie peut effectivement permettre de produire de l'électricité, mais c'est pas ce qui va nous concerner, nous, en France et notamment en Bretagne. Concernant la géothermie profonde, justement, est-ce qu'en Bretagne, il y a un potentiel? Tu parlais du sous-sol granitique, est-ce que c'est un frein? Est-ce qu'on est concerné uniquement par la géothermie de surface? Non, on est vraiment concerné uniquement par la géothermie de surface. Mais on a un sous-sol qui est propice à cette géothermie de surface. Alors, une autre question qui n'est peut-être pas spécifique à la géothermie, mais intéressante, on parle des rendements des PAC. Pourquoi est-ce qu'on utilise un COP plutôt qu'un calcul de rendement entre la chaleur puisée dans l'environnement, en l'occurrence ici dans le sol, et les calories produites?
Et ben, en fait, ça revient à ça indirectement, puisque finalement, alors j'ai remis, je suis désolée, j'ai peut-être en perdre une partie. Euh, mais donc le COP, c'est bien ce qui est produit par rapport à ce qui est consommé. Et donc finalement, le delta entre les deux, c'est bien ce qui vient de du champ de sonde, en fait, enfin, ou ce qui vient de la Terre. Donc là, je vous ai mis ça tel quel, mais on peut aussi faire le calcul en intégrant justement ce qui vient de la Terre, en fait. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais effectivement, le COP, même si dans la formule que je vous présente ici, on ne parle pas de la chaleur issue de la Terre, c'est bien cette donnée-là qui permet d'avoir un COP, notamment qui permet d'avoir un COP intéressant. Il y a bien sûr ce que la pompe à chaleur va faire, mais en fait, la pompe à chaleur, elle ne part pas de rien, elle part bien de calories. Après, elle va les compresser, les détendre, etc., évaporer, comme le fait une PAC air. Mais il faut bien qu'à l'origine, il y ait une source de chaleur. Et là, la source de chaleur, en l'occurrence, c'est ce qui vient du sol. Merci. Je ne sais pas si ma réponse est claire, n'hésitez pas à redemander Ouais, sinon. vous pouvez réagir sur le chat pour demander des compléments. Une question sur le gisement. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été estimé plus finement comme ça a pu être le cas à l'échelle régionale en Bretagne, comme ça a pu être le cas pour d'autres énergies renouvelables, comme le photovoltaïque ou l'éolien, par exemple? Alors, c'est une bonne question. Il me semble que dans certaines, alors je ne sais pas si dans certaines régions, en même temps, le potentiel a été qualifié. Je sais qu'il y a des études du BRGM pour avoir une vision plus précise dans certaines régions de justement où se situe le potentiel. Là, peut-être que M. Albouy sera plus à même de compléter sur ce sujet-là. Donc, il y a ce côté-là. Il y a déjà des réflexions, enfin, des études au niveau national pour quantifier peut-être mieux le potentiel. Alors, est-ce qu'il le qualifie? J'ai un petit doute. Donc ça, c'est ce qui se passerait au niveau national. Après, au niveau régional, clairement, la géothermie, c'est une énergie qui est euh, dont on ne s'était, enfin, sur laquelle on n'était pas encore monté en compétence au niveau de l'ADEME, en tout cas. On pouvait aider des projets, mais ce n'était pas une énergie sur laquelle on poussait, notamment du fait du contexte électrique en Bretagne, avec dans les années 2010 le pacte électrique breton où on faisait très attention à toute nouvelle consommation électrique pour pas que ça affaiblisse le réseau d'électricité. Et donc, il y avait peut-être ce petit passif, ce petit historique qui faisait que ce n'était pas la solution vers laquelle on poussait. Parce que si on regarde sur la technologie bois énergie, par exemple, il y a un plan bois énergie Bretagne qui est coporté par la région, l'ADEME, l'Adréal. Là, on s'est donné justement on a quantifié des objectifs, on s'est dit il y a tel potentiel, on veut développer de telle manière et on veut atteindre tant de production. Donc sur le bois, ça existe. Sur le solaire thermique, ça n'existe pas encore. Sur le solaire photovoltaïque, ça existe. Peut-être que justement, à l'issue du marché qu'on a initié nous, et donc des réflexions un peu stratégiques qu'on veut mener avec nos partenaires, peut-être qu'il y aura un cadre un peu plus précis et plus quantifié, mais pas nécessairement. Ce qu'on veut surtout, nous, c'est savoir pour quelle cible ça nous paraît le plus pertinent. Est-ce qu'il y a des contre-références? À quoi il faut faire attention? En fait, ce qu'on veut avoir, nous, comme vision, c'est quels sont les bons projets et qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit un bon projet? Est-ce que ça dépend de l'usage? Est-ce que ça dépend de la manière dont il a été étudié, de la manière dont il est installé? Voilà, on veut avoir une vision plus précise là-dessus, mais à ce jour, on n'a pas de quantification de ce qu'on veut atteindre par la géothermie. Ça va peut-être venir. Alors, dans le chat, je vois que Julien Lemoigne de l'Adréal Ah, bah, c'est ce que j'allais Bretagne, dire. Il me semble qu'il était inscrit. Qu'il ouais, n'hésite pas à réagir. alors, du coup, Julien, je lis déjà une première réponse qui disait tout à l'heure, alors j'espère que c'était bien en complément du sujet qu'on est en train d'évoquer, qui disait, Julien, pour compléter les propos de Marie, une carte affinera le zonage actuel selon l'importance des enjeux environnementaux et sanitaires, avec une diffusion à venir dans les prochaines semaines. Alors, a priori, pareil, tu complètes, hein, Julien, si je ne suis pas complète, mais je ne suis pas sûre que cette carte va définir des mégawattheures, enfin, va quantifier le potentiel, mais par contre, ça va affiner le zonage vert que je vous montrais. Si je vous remets dessus, là où c'était tout vert tout à l'heure, tac, 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 voilà. Si j'ai bien compris, finalement, ça va venir affiner. Là, aujourd'hui, on est globalement vert. Peut-être que ça va donner peut-être des zones un peu plus orange avec des enjeux environnementaux euh, à, à creuser plus spécifiquement, mais ça ne va pas changer globalement la couleur de la carte, je ne pense pas.
une question qui nous vient des acteurs du passif, notamment. Quel est l'intérêt de la géothermie dans le cadre d'un bâtiment passif qui, par définition, va être très sobre en besoin de chauffage? La géothermie, on l'entend, peut être un investissement important et au regard du faible besoin de chauffage en face, est-ce que ça a un intérêt? Eh ben, c'est une très bonne question. On va dire que la géothermie, elle va s'adapter très bien pour des bâtiments justement qui ont des faibles besoins parce qu'on va pouvoir avoir des faibles régimes de température dans les émetteurs. Après, dans le cas d'un bâtiment passif, où là, on a des très, 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 très faibles besoins en chauffage, on va avoir des besoins en eau chaude sanitaire, mais pour le coup, c'est pas, s'il y a que des besoins d'eau chaude sanitaire, je suis pas sûre que la géothermie soit totalement pertinente. C'est une bonne question. J'ai jamais eu le cas encore en instruction. C'est une bonne question. Clairement, c'est une technologie qui a un investissement. Donc, il va y avoir un surcoût à l'investissement. Si derrière, il y a des très faibles consommations, il n'y aura pas forcément de gros gains sur le fonctionnement. Donc, c'est vraiment à regarder au cas par cas. Est-ce que c'est pertinent ou pas? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Autant je vous parlais des exemples de bâtiments qui sont un peu des passoires thermiques où on injecte de l'eau très chaude. La géothermie ne va pas être pertinente telle qu'elle. Autant sur des bâtiments qui ont des très, 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 très faibles besoins de chauffage, je ne suis pas sûre que la géothermie soit la solution parce qu'en fait, ça va coûter trop cher par rapport au gain que vous aurez en fonctionnement. Et là, Une pour le autre coup, pour la production d'eau chaude sanitaire, ça vaut peut-être le coup de regarder sur le solaire thermique, par exemple, qui lui peut être plus adapté, quoi. Chaque projet a son énergie renouvelable qui sera la plus pertinente et la géothermie ne sera pas pertinente partout. Alors Et je vois que Charles précisément, Albouy fait Tout oui à de la fait. tête, donc c'est Ouais. que j'ai dû pas dire, j'ai dû dire quelque chose qui est pas trop faux. Non, c'est très vrai. Et puis, voilà, ça s'adapte. C'est pas une solution miracle, ça s'adapte pas à tous les projets. Et il faut penser hybridation. C'est-à-dire que rarement la géothermie va être capable d'assurer, enfin, va être la plus pertinente à assurer 100% des besoins. Il faut penser solution hybride, énergie, multi-énergie. Ouais. alors justement, une question dans ce sens-là, est-ce qu'on peut coupler une installation de géothermie avec du photovoltaïque, par exemple? Alors avec du photovoltaïque, bah, ça a été fait notamment sur l'installation de la grande passerelle à Saint-Malo. La grande passerelle, c'est la médiathèque et les salles de cinéma qui sont juste en face de la gare quand vous arrivez à Saint-Malo. Je l'ai bien en tête parce que c'est une installation sur laquelle on a fait un audit là, pour voir comment ça fonctionnait, mieux la connaître, et puis qui a pu être présentée lors de la journée ADEME Chaleur à Vannes en début d'année. Et donc, à l'époque, il avait été demandé justement par l'ADEME de compenser une partie des consommations électriques de la PAC en installant du photovoltaïque. Après, quand on regarde ça aujourd'hui avec du recul, la PAC, elle va consommer essentiellement en hiver et le photovoltaïque, il va produire plutôt essentiellement en été. Donc, ça peut être intéressant dans tous les cas de poser du photovoltaïque, mais ça fait encore un investissement supplémentaire, à moins d'aller chercher un tiers investissement comme ça avait été comme ça avait été fait sur Saint-Malo. Mais voilà, ça peut dans tous les cas toujours être intéressant si le bâtiment est en mesure d'accueillir du photovoltaïque, mais c'est pas forcément ces couplages-là qu'on aurait en tête avec la géothermie. On parlerait peut-être plus de bah, éventuellement géothermie avec du solaire thermique ou avec, si vous avez une chaudière fuel qui existait, bah, la conserver pour qu'elle fasse juste l'appoint les quelques jours dans l'année où il fait vraiment très froid et là où la géothermie ne sera pas dimensionnée pour, hop, il y a peut-être juste quelques jours où la chaudière fuel ou gaz existante peut assurer ce petit delta, ce qui évite de surdimensionner la géothermie et ce qui rend le projet pertinent d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental. Euh, voilà, ça peut être aussi de le coupler avec une chaudière bois. Faut bien regarder quels sont les investissements associés, etc. Mais en effet, ça va être, ça ne sera pas dans tous les cas que la géothermie pourra assurer 100% des besoins. En général, elle va assurer une grosse base, peut-être un 70-80% de vos besoins sur l'année, mais les périodes de forte, de forte fraîcheur, non, ça ne se dit pas, les périodes de grand froid, pardon, et ben là, peut-être qu'il faudra un appoint à côté. Faut vraiment regarder en fonction de votre projet, en fonction de vos besoins, en fait. Merci. Alors, encore quelques questions, et puis on passera la parole à Charles juste après. Concernant l'impact carbone de ce type d'installation, est-ce qu'il y a des FDES précises euh, qui éclairent sur ce procédé? Est-ce que finalement la géothermie est une bonne solution en termes d'émissions de gaz à effet de serre dans sa phase de construction? Alors, c'est une très bonne question. Je vais faire une première partie et je vais laisser la main à Charles Allouy, qui aura peut-être plus une vision sur le FDES. Euh,
En fait, la géothermie, donc on va avoir de la chaleur qui est gratuite, entre guillemets, qui vient du sous-sol. Par contre, on va avoir des pompes pour faire circuler, des pompes électriques pour faire circuler la chaleur et l'amener jusqu'à la PAC. On va aussi avoir une consommation électrique, on l'a vu, donc tout ça, en France, l'électricité est décarbonée, mais voilà, pour autant, il y a de la consommation. Après, au moment du chantier en lui-même, bah, il y a toute la partie forage, en fait, donc toutes les consommations liées à l'activité du foreur. Je ne sais pas s'il y a une quantification, je pense malgré tout, mais après, j'ai pas de chiffre à vous donner, que ce qui va être dépensé au moment du chantier en termes de gaz à effet de serre, enfin, ce qui va être émis en termes de gaz à effet de serre au moment du chantier, est assez vite compensé dans le fonctionnement, parce qu'on a quand même de la chaleur qui vient du sous-sol après et qui est gratuite, entre guillemets. Un autre point qu'il faut avoir en tête pour les pompes à chaleur, c'est que pour que la pompe à chaleur soit en mesure de faire plus de chaleur que ce qui ne vient du sous-sol, c'est parce qu'il y a des fluides frigorigènes qui vont suivre un cycle de compression, détente, évaporation, etc. Et ces fluides frigorigènes, c'est pas non plus, c'est pas quelque chose qu'on boirait le matin au petit déjeuner. Donc c'est comme les packs air, hein, ces fluides frigorigènes ont un impact d'émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite, il faut que ça soit bien surveillé. Mais voilà, tout ça est bien connu aujourd'hui, tout ça est bien maîtrisé, quoi. Mais il faut bien avoir en tête que dans une pompe à chaleur, on utilise du fluide frigorigène qui peut avoir un effet d'émission de gaz à effet de serre. Tant qu'il reste dans la machine, il n'y a pas de souci et il est censé rester dans la machine. J'espère que je ne dis pas de bêtises, hein. Encore une fois, je ne suis pas une experte de ces sujets-là. N'hésitez pas à compléter. Il n'y a pas de réaction horrifiée dans le chat. Allez, une dernière question avant de passer la parole à Charles. Est-ce que l'ADEME privilégie la géothermie à la biomasse sur le fond de chaleur? Ah, c'est une très bonne question. Eh ben, non, pas nécessairement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, en Bretagne, on a aidé beaucoup de projets bois énergie, biomasse, notamment parce qu'on avait ce plan bois énergie Bretagne et qu'on a toute une animation régionale avec des experts au sein de l'association LAILE, donc qui nous accompagne nous, qui accompagne les territoires que je vous ai présentés tout à l'heure, qui portent un contrat chaleur. Et donc, voilà, on a ce potentiel avec notamment le bocage. Donc clairement, le gros du volume de ce qu'on aide aujourd'hui dans le cadre du fonds chaleur, c'est du bois énergie. Pour autant, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à la mise en place d'une démarche qu'on appelle ENR Choix. C'est quelque chose qui est déjà mis en place, enfin déjà appliqué en Île-de-France et qui va se développer partout dans toutes les régions. C'est justement de hiérarchiser un petit peu quelle source d'énergie renouvelable à utiliser pour tel projet. Et donc, en fait, on va privilégier ce qui se trouve, ce qui existe déjà, ce qui se trouve à proximité, et ensuite, on va aller vers quelque chose où on a besoin, par exemple, d'approvisionnement. Donc, typiquement, dans ce diagramme ENR choix, alors je ne l'ai pas mis ici, mais la biomasse va arriver en dernier point parce que la biomasse ne fait pas forcément, on ne va pas forcément aller chercher les haies qui sont autour de la parcelle, ça ne va pas suffire. Donc, il faut aller chercher la biomasse un peu plus loin. Il y a tout un sujet d'approvisionnement. Et donc, on va idéalement d'abord étudier est-ce qu'il n'y a pas un réseau de chaleur auquel le bâtiment peut se raccorder? Est-ce qu'il n'y a pas de la chaleur fatale à côté qui pourrait être récupérée? Est-ce que le solaire thermique est pertinent? Parce que le solaire thermique, il est comme ça, il arrive, voilà, il n'y a pas besoin d'aller le chercher, il est là. Est-ce que la géothermie est pertinente? Parce que la géothermie, c'est ce qui se passe sous le bâtiment. Donc, encore une fois, c'est sur site. Et si toutes ces autres énergies ne sont pas pertinentes, en effet, la biomasse semble être la bonne solution. Donc aujourd'hui, on ne se posait pas forcément les questions comme ça, mais c'est une réflexion qu'on est en train d'introduire. Alors ça ne va pas être tout ou rien du jour au lendemain. On ne va pas dire on arrête de financer le bois, ce n'est pas du tout l'objet, clairement pas. Il y a encore un beau potentiel en Bretagne. Il y a un enjeu à avoir une filière bois qui est pérenne, qui répond aux besoins. Donc c'est clairement pas la fin de la biomasse, mais pour autant, on voit les porteurs de projets qui sont de plus en plus intéressés par la géothermie et on va aller de plus en plus vers ça. Et l'idée, c'est vraiment de trouver pour chaque projet quelle est la solution la plus adaptée. Qu'est-ce qui est le plus facile à aller chercher finalement et qu'est-ce qui répond le plus à ses besoins. Donc, c'est pas parce qu'on développe la géothermie qu'on donne un gros coup d'arrêt à la biomasse, clairement pas. Mais peut-être qu'il y a des projets qui avaient été financés en biomasse dans les dernières années qui auraient pu finalement aussi être traités par de la géothermie, notamment s'il y a un besoin de rafraîchissement en été, par exemple.
Merci beaucoup, Marie. Merci pour tous ces éclairages et ces compléments. On va Alors, j'arrête le passer, partage. Hop. ouais, merci. Et donc, on va passer la parole à Charles Albouy. Charles, je te laisse te présenter. Et Bonjour Charles Albouy, je suis le directeur commercial Celsius Énergie Bretagne Grand Ouest. Donc je suis ravi d'être là pour vous présenter ce que Celsius Énergie fait et agit pour industrialiser les solutions de géothermie de surface. Je présenterai un peu l'entreprise après, mais je préférais faire effectivement le focal sur mettre le projecteur sur ce qui change en termes d'industrialisation et comment cette filière qui existe, et comme le disait Marie, est une filière mature qui existe depuis très longtemps. Mais pourquoi pourquoi elle s'est long? Elle a été négligée, ou en tout cas pourquoi elle a été souvent contenue et spécifique pour l'habitation individuelle, et pourquoi il y avait peu de projets de grande taille. Nous, on a repéré quatre raisons pour lesquelles cette énergie était un peu négligée. D'abord, elle est peu ou mal connue. Beaucoup de gens en Bretagne pensent que le sous-sol du granit, c'est impossible à forer, que ça sera trop difficile, alors que c'est tout l'inverse, par exemple. C'est une énergie qui requiert systématiquement un investissement plus conséquent qu'une autre énergie. C'est une énergie qui nécessite beaucoup de foncier. C'est ce que ça va être une idée reçue, ou en tout cas voilà, une idée que les gens peuvent avoir, les maîtrises d'ouvrage, notamment. Et au final, ça semble être une énergie plus complexe à mettre en place qu'une solution standard, que de mettre en place une chaudière gaz. Voilà. Ça semble plus compliqué. Du coup, nous, en tant qu'industriels, on s'attaque à ces 3-4 problématiques en essayant de dire mais comment on peut faire en sorte de les vaincre, de vaincre ces freins. Donc, d'abord, c'est peu ou mal connu. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Il y a une vraie prise de conscience des pouvoirs publics sur la question. Avec des plans qui sont sortis, que ce soit par voilà, différents acteurs, l'ADEME, le BRGM, l'AFPG bien sûr, donc, qui essaye de structurer sa filière, de structurer ses alliés pour faire parler de cette énergie. On a eu forcément une communication plus intensive pour essayer de faire connaître quelque chose qui était un peu mal connu. Donc des plans d'action donc ça, voilà, on essaye de faire changer. Ça prend du temps de faire connaître et de faire changer les idées et les a priori sur la géothermie. Deuxième frein, on pense souvent la géothermie, ça prend beaucoup de foncier, notamment la géothermie sur sonde. Vous voyez typiquement un grand bâtiment comme celui-là, en géothermie sur sonde verticale conventionnelle, ça nécessite de faire ce que vous voyez sur l'image, c'est-à-dire des puits espacés d'une dizaine de mètres entre chaque puits. Il en faut peut-être 30. Il faut rapidement un grand terrain. Ça représente 20 sondes, c'est à peu près 1200 mètres carrés qui vont être avec des tranchées et des puits à régulièrement espacés. Nous, ce qu'on a apporté comme innovation, c'est la plateforme de forage qui nous permet, avec des machines standards, d'arriver à faire des forages inclinés à partir d'un point fixe, d'un point donné. Et grâce à des outils de contrôle, de mesure et de stabilisation des trajectoires, on arrive en fait, comme vous voyez ici, à partir d'un point donné, à faire ces sondes de façon inclinée pour aller chercher autant, voire plus de volume de sous-sol sont impliqués dans les échanges. Mais en surface, on a seulement 20 mètres carrés. Donc pour 20 sondes, on a seulement 20 mètres carrés en surface où on va venir affecter l'espace. Donc ça rend possible des projets qui ne l'étaient pas avant, parce qu'on n'a pas nécessairement un terrain de foot disponible à chaque fois qu'on veut construire un bâtiment. Le fait que les projets de géothermie puissent paraître plus complexes à mettre en place qu'une solution standard, là aussi, beaucoup de choses ont changé, se sont industrialisées, et notamment la possibilité de faire de la conception-réalisation, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une conception faite par un bureau d'études sous-sol, une conception local technique faite par un bureau d'études CVC, et le forage ensuite, et tout ça, c'était beaucoup de briques
qui était très bien maîtrisé, mais qui était en silo. Le fait d'avoir aujourd'hui des projets en conception-réalisation avec engagement de performance, tous les acteurs sont obligés effectivement de se mettre autour de la table et d'assurer un projet efficace dans sa globalité. Ça rend aussi les choses plus lisibles pour la maîtrise d'ouvrage. On a développé des outils numériques assez puissants qui permettent également de la régulation intelligente, qui donnent des interfaces digitales exploitables, toute une série d'algorithmes, de possibilités d'avoir des jumeaux numériques, de l'optimisation du bâtiment une fois qu'on a construit l'installation. Et ça assure sur le long terme une plus grande simplicité. Donc voilà, on apporte de la simplicité de plus en plus à quelque chose. On va pas faire en sorte, de toute façon, il faudra quand même faire des forages, donc ça restera une partie, disons, complexe, mais rendre les choses le plus simple et le plus lisible possible. Et dernièrement, donc la partie, la géothermie requiert un investissement conséquent. Oui, systématiquement, et là-dessus, on ne peut pas mentir, on ne peut pas changer la réalité. Systématiquement, on va avoir un investissement plus important. Mais dans tous les cas où la géothermie est faisable, dans tous les cas où la géothermie est faisable, on a toujours un coût global qui sera le plus faible. Le CAPEX, l'investissement est plus important que les autres solutions, mais l'OPEX, la partie consommation et maintenance, est plus faible que dans les autres énergies, parce que le rendement est meilleur. Donc on s'y retrouve toujours, mais on n'a pas forcément, à l'instant donné, les CAPEX, on n'a pas forcément l'investissement disponible pour mettre sur la table. Donc c'est effectivement là que rentre l'option de tiers financement. C'est que pour le constructeur ou le propriétaire ou le promoteur, il n'y a pas d'investissement. L'investissement est porté par un tiers. Et ensuite, il y aura une vente de chaleur ou de froid aux occupants à un tarif qui sera compétitif par rapport à des solutions similaires dans les environs. Et dans cette vente de chaleur, il y a une partie qui sert à payer l'investissement. Bien sûr, le financeur, il fait pas ça pour... il est pas, il y a pas de philanthropie. Il y a toujours l'investisseur va faire un investissement parce que l'énergie a le potentiel de lui ramener un retour sur son investissement. Donc, ces choses-là, cumulées aussi à ce que je disais tout à l'heure à propos du mix énergétique, qui consiste à ne pas vouloir faire 100% de géothermie sur un projet, mais plutôt de trouver un équilibre à 80-20, 80% de l'énergie produite par la géothermie, 20% par une autre énergie. Ça permet d'avoir des choses qui sont beaucoup plus économiquement viables, avec des temps de retour qui passent en dessous de 10 ans, en dessous de 5 ans dans certains domaines. Donc voilà, ça c'était pour parler de ces 4 grands freins et de comment on s'occupe de les supprimer ou de les amoindrir. Maintenant, qui nous sommes Celsius Energy? Celsius Energy, on est adossé, on est un des piliers de Schlumberger, SLB, qui est leader mondial dans des technologies associées à l'énergie. On a une grande expertise sous-sol. Le groupe Schlumberger, c'est 100 000 personnes dans le monde et 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et Celsius Energy, on est déjà un gros acteur de la géothermie parce qu'en France, on est 140 collaborateurs et collaboratrices présents dans 3 pays. On a breveté et développé, innové dans le domaine. On apporte à la fois des solutions digitales et aussi techniques et technologiques. On propose avec nos bureaux d'études intégrés sous-sol et CVC une approche globale. Et on a nos propres capacités de forage qui sont à 6 ateliers et bientôt 7. Donc, ça fait de nous sûrement le plus gros foreur en France. Voilà, donc c'est qui nous sommes. Et ce qu'on propose, c'est, comme je le disais, c'est une solution clé en main disponible à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle d'un bâtiment ou à l'échelle d'un quartier ou d'un ensemble de bâtiments. On propose la solution complète qui inclut le design et l'exécution du champ de sonde, incliné ou non. Hein. Comme je parlais tout à l'heure, on fait du forage incliné en étoile quand c'est nécessaire. Et ça permet de gagner en foncier. On fait aussi design et montage du local technique. Et on a tout la pilotage intelligent de la performance de l'installation qui permet que l'ensemble du système soit efficace, autonome et surtout qu'on puisse être visible et compréhensible. Donc,
Je vois qu'il me reste 10 minutes pour vous présenter un cas concret qui est l'Institut médical spécialisé de Planquette que nous avons réalisé et qui a été inauguré en 2022. Donc, pour vous reposer le contexte, on est sur une clinique, la construction d'une clinique neuve de 7300 mètres carrés, accueillant plus de 130, avec 130 lits en tout cas, et 15 places d'hôpital de jour, sur la commune de Planquette, voilà, donc bien connu, plutôt connu pour ses eaux, pour son eau minérale. L'objectif d'Orpea sur ce projet, c'était de rentrer dans le stratégie Green Building, où ils ont, comme beaucoup de grands groupes, voilà, cette volonté d'avoir des bâtiments qui ont une consommation faible et qui ont un impact carbone le plus faible possible. Donc, la solution qui a été choisie pour cette clinique, c'est une solution de conception-réalisation clé en main avec un système hybride où là, nos designs nous montraient qu'on assurait 99% de l'énergie était assurée par la géothermie et 1% par une chaudière gaz. Ce qui permet d'avoir une chaudière vraiment toute petite qui permet d'être là juste pour les appoints en temps de grand froid. Un groupe froid également qui va venir faire les appoints s'il fait très très chaud. Mais le chaud et le froid est normalement assuré par la géothermie. Le champ de sonde représente 18 sondes à 150 mètres que nous avons répartis comme suit. Donc, on voit ici le départ des champs de sonde et on voit comment les champs de sonde, vu du ciel, comment le champ de sonde se répartit sur la parcelle. On est en obligation de rester sur la parcelle cadastrale, mais on peut aller chercher le maximum en passant sous les bâtiments, sous les fondations, sous les parkings, pour aller chercher le maximum de volume de sous-sol possible. Donc, on a un COP annualisé, donc saisonnier, le scope du système sur l'année est de 4,1. C'est effectivement, là, ce n'est pas le COP machine, hein, on parle bien du SPF complet, c'est-à-dire l'APAC plus tous les organes, les pompes de circulation, toutes les consommations électriques associées au fonctionnement du système sur une année complète. L'investissement pour le client, c'était 322 000 euros, après 190 000 euros de subvention du fonds Chaleur. Donc, quand on parlait tout à l'heure de la subvention et des aides apportées par l'ADEMS, vous voyez que c'est des aides qui sont conséquentes sur la taille de projet. La mise en œuvre, ça a mis 8 mois. Alors, pas 8 mois de forage, hein, les forages, c'était quelque chose comme 3 mois de forage, sans perturbation du planning. Vu qu'on était dans une phase de construction, le bâtiment était déjà érigé en partie quand on est venu sur site. Et nous, on était sur une zone qui sera plus tard un parking. Donc, on n'a pas perturbé le planning normal de construction. On n'est pas venu rajouter nos 3 mois de forage au milieu d'un planning qui est déjà assez contraint. Donc, on a eu une très bonne maîtrise des trajectoires, parce que bien sûr, on les analyse et on les vérifie. Et ça a été mis en service en octobre 2022. Donc, on a un retour d'expérience là-dessus. Là, vous voyez mieux peut-être le bâtiment. Sur cette image, on voit bien l'image du haut. On voit bien le bâtiment. Le champ de sonde part à partir d'une zone de parking qui est juste ici. Voilà. Grande discrétion, parce que justement, là, c'est le parking dont on parlait. Donc, sous cette plaque d'égout, il y a le champ de sonde. Le champ de sonde, il est caché. Là, c'est une voie de circulation du parking. Il suffit juste d'une trappe-homme. Donc, on a absolument zéro, c'est totalement invisible. Il n'y a pas de nuisance, pas de fumée, pas de vibration. Il a quand même fallu rendre visible la géothermie. Donc, à l'intérieur du bâtiment, si vous y allez, enfin, j'espère, je ne vous le souhaite pas, mais il y a un mur pédagogique avec un écran qui donne en permanence le fonctionnement du système. Et voilà, c'est une clinique qui a été inaugurée par Hervé Berville, le secrétaire d'État à la mer, qui est un enfant de la ville de Planquette. Et ça a été en 2023. Donc, ça a été l'occasion de montrer qu'à la fois, on pouvait avoir une solution décarbonée, totalement invisible et qui donne un confort pour les habitants et pour les occupants et donc les soignants. Après 1 an d'exploitation, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a maintenant 1 an de retour d'expérience sur cette exploitation et on a capitalisé toutes les datas
du système. On avait des objectifs initiaux en termes de réduction d'énergie par rapport à une solution standard gaz, groupe froid, qui aurait dû être installée sur cette clinique avant qu'il change de stratégie green building. On attendait moins 69% sur la consommation en énergie finale. On est finalement à moins 70%. Au niveau de l'impact CO2, ben, nécessairement, on fait, par rapport à une solution standard, on économise quasiment 90% des émissions de CO2. Et au niveau de la facture, on s'attendait à moins 34% sur la facture énergétique. On est plutôt à moins 60%. Bon, bien sûr, voilà, ça dépend toujours du prix de l'énergie au moment où on fait le design et le moment où on paye réellement ses factures. À la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce bâtiment, il est 3,8 fois moins énergivore que le top 15 des bâtiments équivalents du secteur de la clinique en France. Et il est même quasiment 6 fois moins énergivore qu'une clinique similaire qui est installée à Bénodet, donc avec un climat qui peut être considéré comme similaire. Donc ça en fait vraiment un bâtiment exemplaire sur ses consommations et là où on peut aller encore plus loin avec notre optimisation et notre digital et tout, c'est que on a un système qui va acquérir pendant 1 an toutes les informations sur comment fonctionne le système et il va proposer au bout d'1 an des améliorations. Et donc on a 4 axes d'amélioration qui vont être le on-off des machines. C'est qu'au lieu d'avoir les pompes à chaleur qui s'allument, qui s'éteignent, enfin la pompe à chaleur qui s'allume, qui s'éteint de très nombreuses fois dans la journée, on peut l'optimiser en ayant à la fois une meilleure connaissance de la température de production, plutôt que d'avoir une loi d'eau, disons, toute basique. On va pouvoir avoir une production à la demande. On va pouvoir gérer aussi les tarifs horaires entre heures creuses, heures pleines et faire tourner les équipements dans ces zones-là. Et aussi avoir une meilleure gestion des régimes de pompage, aussi bien sur la partie secondaire que sur la partie primaire. Et ça nous permet d'aller encore plus loin et d'aller jusqu'à 34% d'économies supplémentaires par rapport à ce qu'on a déjà réalisé en installant de la géothermie. Donc ça, c'est vraiment la puissance du digital, elle est là, c'est qu'elle va permettre des optimisations de systèmes qui sont déjà très économes et très efficients. Donc voilà pour ce cas. Donc j'espère que voilà, vous aurez des questions et que ça va susciter des envies. Quelques questions en effet. Alors, il nous reste très peu de temps, mais peut-être 2 questions. La première, est-ce qu'il y a un risque de décharger le sol avec une perte de rendement à long terme? C'est tout l'enjeu du dimensionnement. C'est-à-dire que quand on fait un dimensionnement géothermique, on doit proposer un nombre de mètres linéaires d'échange thermique qui ne va pas dégrader la santé du sous-sol, qui va permettre que sur la durée, sur toute la vie de l'installation, nous ayons certes des variations de la température du sous-sol, parce que quand on va venir puiser ou stocker de l'énergie pendant l'année, la température du sol va varier, mais il faut que ce soit durable. C'est que on n'est pas en train d'opérer une dérive de la température. Donc, à la fois pendant la phase de design, on s'assure que le nombre de sondes est suffisant pour ne pas dégrader la santé du sous-sol et d'avoir une énergie renouvelable long terme, durable. De l'autre côté, pendant la vie de l'installation, on a la capacité de mesurer que le réel colle à la réalité et d'adapter le fonctionnement du système pour qu'effectivement, si on voit une dérive, on puisse agir dessus et on puisse détecter cette dérive. Et effectivement, il faudra mettre en place des plans, des mitigations pour on doit éviter à tout prix que le sol soit s'échauffe trop ou se refroidisse trop. Parce qu'on va être là dans un système où on va vraiment puiser des calories dans l'hiver pour les donner au bâtiment. Et l'été, on va prendre des calories dans le bâtiment, on va les mettre dans le sol. Donc on a cette alternance chaud-froid et il faut que tout ça soit borné et c'est tout l'enjeu. Allez, on va prendre une toute dernière question et pour que personne ne se sente frustré, je rappelle que nos 2 intervenants sont engagés à apporter des éléments de réponse par écrit qui seront associés à la restitution sur le site web de Bâtilab dans les jours qui viennent. La dernière question, plutôt économique.
est-ce que l'investissement sur un champ de sonde incliné ne va pas être supérieur à un champ de sonde classique dans la mesure où la proximité des sondes au niveau de la surface avec cet effet géométrique là, de cône va nécessiter d'aller forer à des profondeurs supérieures pour compenser? Alors, non. Alors, ce qu'on voit, c'est que le champ de sonde incliné à profondeur égale et espacement, disons, un espacement conventionnel en vertical et un champ de sonde et à profondeur égale, en fait, on vient chercher plus de sous-sol et l'espacement des sondes le bout de sonde est de plus de 20 mètres, en fait. Donc, en fait, ça a même été démontré scientifiquement, mais on est plutôt à 20 ou 30% de plus, plus efficace avec de l'incliné. Au début, on pouvait penser que le forage incliné allait coûter plus cher au mètre, le fait de faire incliner. En fait, on s'aperçoit que les temps de forage sont les mêmes qu'on fore incliné ou qu'on fore verticalement. Donc non, on a plutôt tendance à avoir une optimisation en étant incliné. Merci beaucoup. L'heure tourne, il est 10 heures passées, donc il est temps de nous quitter. Merci beaucoup à Marie-Mélanie Aubert de l'ADEME et à Charles-Louis de Celsius Énergie de nous avoir partagé tous ces éléments en espérant voilà, que ça puisse donner des idées à certains d'entre vous. N'hésitez pas à revenir vers nous à un moment donné si vous avez des expériences réussies, par exemple, ou pas d'ailleurs, pour qu'on puisse continuer à en échanger ensemble, à traiter ça dans le cadre de retours d'expérience ou autre. Voilà. Et je Euh, précise juste, avant que tu clôtures complètement, Rémi, si le sujet vous intéresse, il me semble que c'est dans les actualités, l'agenda des actualités de Bâtilab. Il y a des webinaires, parce que c'est un sujet dont on parle pas mal au national. Il y a un webinaire notamment demain, grand public, mais plutôt axé technique, qui va présenter justement un projet de géothermie. Et il me semble que c'est scindé en deux webinaires, demain étant le premier webinaire à 11 heures, mais il me semble que ça apparaît sur le site de Bâtilab. Donc si le sujet vous intéresse et que vous êtes un peu technique et que vous voulez creuser, il y a des ressources au national. N'hésitez pas à regarder sur le site de Bachelab, c'est indiqué. et si ce n'est pas le cas, on va vérifier tout de suite, mais on mettra Si, il me semble l'information que en je vous l'avais passé et générique. c'était bien indiqué. Bon, un grand merci à vous tous, très bonne journée et à bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir.